Bonjour, bonsoir. Bonjour. J'espère que vous m'entendez très bien. On pourra voir la présentation que j'ai faite. Comme j'ai été présenté, je m'appelle Christian Geroneima. Je suis éditeur francophone du China Africa Project que Cobus a présenté il y a quelques minutes et nous avons l'édition française qu'on appelle le projet Afrique-Chine et puis nous avons aussi l'édition arabe. Et donc dans le China Africa Project, nous sommes un média qui couvrons la Chine en Afrique depuis plusieurs années déjà. Et donc là, maintenant, nous couvrons la Chine en français. Quand je dis on couvre la Chine en français, ce n'est pas uniquement ce n'est pas uniquement l'Afrique francophone, mais c'est toute l'Afrique en général, mais on le fait en français parce que vous vous rendez très vite compte que lorsque vous faites une recherche sur Chine-Afrique, Chine-Africa, vous vous rendrez compte que la plupart des résultats que vous recevrez seront... Géraud, Oui, pardon, si tu peux aller un peu lentement pour pouvoir traduire, parce que ok, c'est assez rapide. d'accord, Merci. parfait. Et donc, je disais, le projet Afrique-Chine couvre la présence chinoise en Afrique, pas simplement en Afrique francophone, mais dans toute l'Afrique. On le fait en français parce que on s'est très vite rendu compte que lorsqu'il s'agit de la présence chinoise en Afrique, la couverture est essentiellement faite en anglais. Et donc, il n'y a pas beaucoup de ressources qui touchent et qui couvrent forcément la présence chinoise en Afrique. Et donc là, je vais vous parler de la couverture de la présence chinoise dans l'Afrique francophone. On a déjà parlé de l'Afrique du Nord, je parlerai de l'Afrique francophone qui concerne l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique subsaharienne, ensuite l'Afrique centrale, où est-ce qu'on a la République démocratique du Congo et d'autres pays d'Afrique centrale. Et donc, je commence par le début, là j'ai commencé par la fin, donc voilà. Et donc voilà, on va d'abord commencer par le contexte dans lequel la couverture médiatique de la Chine s'est faite sur le continent africain. Le contexte a été très vite, quand la Chine est arrivée en Afrique, le contexte a été très vite un contexte géopolitique où la Chine a été perçue sous l'angle de savoir la Chine vient-elle contester ou bien vient-elle être une menace pour les puissances coloniales en Afrique. Donc, ça veut dire les puissances occidentales, l'Union européenne, la France, etc. D'autres qui avaient déjà leur présence sur le continent africain. Ça a été le contexte général de la couverture même de la question de la présence chinoise sur le continent. Il y a eu la question de la perception. Comment on a perçu la Chine? Est-elle une menace? Menace, comme on dit, la Chine comme menace en Afrique. Menace pour qui? Menace pour les Africains, menace pour les puissances occidentales ou menace pour qui? Ensuite, il y a eu la question de l'agenda de la Chine en Afrique. Que veut la Chine exactement? Lorsqu'elle investit en Afrique, qu'est-ce qu'elle vise exactement? Et Cobus a déjà eu à évoquer quelque peu cette question pour savoir la stratégie, l'approche de la Chine. Mais c'est vous donner un peu le contexte général, le cadre dans lequel la présence et le narratif de la présence de la Chine en Afrique dans les médias et même dans la recherche scientifique a été créé. Il y a eu la question de l'agenda politique des investissements chinois sur le continent. Quel était le but de ces investissements chinois? Qu'est-ce qu'elle visait? Ensuite, nous avons eu la question de la Chine comme danger pour l'Afrique. C'est ainsi qu'est né un nouveau narratif, le narratif du piège de la dette, qui est d'un parti des années 2014-2015, où très vite, après plusieurs années où les pays africains ont reçu les financements de la Chine, plusieurs dettes devenaient à maturation et on a commencé à voir certains problèmes émerger. Et là est né le narratif de la dette, le piège de la dette. Et comme Cobus l'a dit, c'est un narratif très compliqué qui a laissé la porte ouverte à beaucoup de rumeurs, à beaucoup de mythes qui se sont répandus et qui se sont rendus très vite, qu'on a très vite cru. Pourquoi on les a très vite cru, ces rumeurs-là? Pourquoi? Parce que c'est le caractère géopolitique de l'approche de la question chinoise sur le continent. Et puis évidemment, les questions des investissements chinois dans les ressources naturelles. La question de savoir pourquoi la Chine investit dans les ressources naturelles. C'est pour faire quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Et donc, vous aviez un peu là le contexte général de la couverture médiatique de la Chine en Afrique de façon générale. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu des titres, je vous mets ici quelques extraits des titres de journaux, des journaux français, la Chine étend son influence en Afrique, etc., les limites du miracle chinois. Quand on a 10 ans après, justement, quand on voit ça c'était un article de Jeune Afrique en 2008,
Sur un article comme celui-ci, on parle des deux soupes reluisants des accords passés entre la Chine et les pays africains. Donc, voilà un peu le traitement médiatique de façon générale. Je ne dis pas que c'est un traitement limitatif, mais il y a eu plusieurs de ce genre de sujets qui ont été abordés. En Afrique de l'Ouest, par exemple, très vite, on a vu le narratif de la Chine à la conquête de l'Afrique, comment une puissance coloniale comme la France a-t-elle perdu de son influence en Afrique de l'Ouest. Et comme on le voit ici, en 2000, ça c'est l'Afrique francophone, l'Afrique de l'Ouest, on voit comment elle était très sous influence française. 2019, on voit comment la Chine a pris ses influences dans la région. On voit la question comment la France a été basculée par la Chine en Afrique et comment le commerce et investissement de la France a été écorché par la Chine. Bref, il y a eu beaucoup de ces thématiques-là qui ont été l'angle principal de la couverture médiatique de la Chine sur le continent africain. Et donc là, vous avez une carte que Jeune Afrique avait publiée en 2017 qui parle de la présence chinoise dans l'Afrique francophone. On voit l'Algérie, on voit le Maroc, etc. On voit la Tunisie. On voit un peu la cartographie là où la Chine s'est investie. Ça, c'était en 2017. La carte, depuis, s'est mise à jour. Mais en termes de contenu de l'actualité de la Chine francophone, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des sujets comme l'environnement. Quand on parle de l'environnement, vous verrez qu'on parlera des sujets de la déforestation en Afrique centrale. Vous verrez des pays comme la République démocratique du Congo, le Cameroun, etc., la Centrafrique, qui seront concernés dans cette couverture médiatique. On parlera beaucoup plus de ces pays-là. Lorsqu'on parlera de la pêche illégale, par exemple, on parlera des pays de la côte atlantique, le Sénégal, la Gambie, même qui n'est pas un pays francophone, de la Guinée. On parlera de la Chine de ce côté-là. Lorsqu'on parlera de la pollution, quand on parle de la pollution, ça sera beaucoup plus lié à l'activité minière. Et donc, lorsqu'on parle de l'activité minière, vous verrez que ça sera concentré là où la Chine est présente en termes d'investissement minier. On verra ça en République démocratique du Congo et puis dans un pays comme la Guinée, où on a vu, quand on parlait de l'exploitation de la bauxite, on a évoqué des cas de pollution. C'est un peu les sujets dans lesquels, en termes de couverture médiatique, on s'est un peu focalisé. Il y a eu les sujets sur les mines et les pétroles. On a parlé de la RDC, du Congo-Brazzaville, etc., des infrastructures et des conditions de travail. Et quand on parle des conditions de travail, on évoque la question des abus des employés locaux par les employeurs chinois, les violations des droits de travail. Ce sont les thématiques un peu centrales qu'on retrouve lorsqu'on analyse la question de la couverture médiatique de la Chine en Afrique francophone. Pas simplement en Afrique francophone, mais vous verrez aussi dans l'Afrique anglophone, ça apparaît souvent. Mais vous allez remarquer une chose, je n'ai pas mis la question du narratif de la dette. Pourquoi? Parce que la question de la dette n'est pas encore une question pesante et pressante dans l'Afrique francophone. Et donc, c'est pour ça qu'en termes de couverture de la question de la dette, lorsqu'on parle de l'Afrique francophone, on n'en parlera pas beaucoup. Même si en Afrique francophone, le seul pays qui ait une difficulté, qui ait une grosse dette vis-à-vis de la Chine, c'est le Congo-Brazzaville. Mais comme ce n'est pas encore un problème pressant, en termes de couverture médiatique sur la thématique francophone, on ne verra pas cette question abordée. Maintenant, ça, c'est un peu le paysage médiatique en Afrique francophone, les grands médias qui couvrent un peu l'Afrique francophone. Vous reconnaissez TV5, Jeune Afrique, RFI, etc., France 24. Mais vous avez aussi des médias comme le Wall Street Journal, le Bloomberg, Reuters. Je les ai mis là et je vais vous expliquer pourquoi je les ai placés là. Et donc, vous avez maintenant, en termes de le flot de l'information, comment ça circule quand il s'agit du narratif de la présence chinoise sur le continent. Vous avez des thématiques politiques et économiques et géopolitiques. Donc, il y aura la question des finances, la question économique, la question mine, la question sécurité, toutes ces questions sécurité. Et vous verrez d'autres thématiques qui toucheront les questions de thématiques sociales, environnement, droits de l'homme, pollution, toutes ces questions-là. Donc, deux grosses thématiques un peu comme ça qui sont abordées lorsqu'on couvre la Chine en Afrique francophone. Et là, vous avez les grands médias internationaux que j'ai cités tout à l'heure. Vous avez les ONG nationales, internationales et les chercheurs. Parce que dans la construction et dans la couverture médiatique de la Chine en Afrique, on a vu l'émergence des ONG et qui sont devenus très présents sur cette thématique en termes de documents de recherche, en termes de documents d'analyse. Et nous avons évidemment aussi les médias chinois sur le continent africain.
Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous verrez, lorsque les grands sujets touchent les questions politiques, géopolitiques et économiques, vous verrez que l'information est traitée très généralement et très souvent par les grands médias internationaux. Pourquoi? Parce il y a un aspect géopolitique fort sur ces sujets qui fait que les grands médias internationaux s'accaparent très rapidement de ces sujets pour les traiter et pour les aborder. Et vous verrez, sur les thématiques sociales, les organes qui touchent vraiment ces thématiques sociales sont souvent les ONG. Ainsi que vous verrez plusieurs rapports d'ONG qui touchent sur les questions de violation des droits de l'homme, parmi les employeurs chinois, des questions d'abus, des questions de pollution. Vous verrez toute une panoplie de rapports d'ONG qui touchent sur ces questions. Et donc, lorsque ces rapports quittent les ONG, elles sont prises par les médias internationaux qui les couvrent aussi et qui les récupèrent. Et qu'est-ce qu'elles font directement? Comme elles ont une grosse portée, elles le communiquent au reste du monde. Et là, donc, nous avons un narratif qui est déjà, je dirais, qui a une grosse consonance occidentale par rapport à ce qui se passe de la présence chinoise en Afrique. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Ces médias internationaux, à cause de leur couverture, ils peuvent passer par les médias locaux qui, eux, le communiquent au public africain. Cette relation n'est pas forcément directe parce que les médias internationaux ont accès directement aussi au public africain. Mais qu'est-ce qui arrive? Les médias locaux récupèrent souvent l'information qui a été traitée au niveau des médias internationaux et le communiquent aussi au niveau du public africain. Et donc, ce qui fait que les grands médias internationaux, vous vous rendrez compte qu'elles deviennent la source d'information de la présence chinoise en Afrique pour les médias locaux africains qui, eux, très souvent, n'ont pas les moyens de toujours mener les investigations, de faire des analyses qu'il faut pour toucher ces questions-là. Et donc là, et puis vous avez les médias chinois ayant compris que la présence de la Chine était traitée par soit des médias occidentaux qui voyaient la Chine comme une menace, qui la voient comme un danger. La Chine a très vite compris qu'il fallait qu'elle mette sur place, qu'elle s'installe sur le continent africain, dans l'Afrique francophone, qu'elle installe ses propres médias. C'est ainsi qu'on a vu Radio Chine International s'installer au Sénégal, CGTN s'installer aussi au Sénégal. On voit une présence francophone, une présence médiatique francophone chinoise. Où elle aussi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle peut passer par les médias locaux pour communiquer son message et qui arrive aussi au niveau du public africain, ou bien il communique aussi directement avec le public africain. Mais vous remarquerez une chose. Les médias locaux, dans le traitement de l'information de ce qui se passe de la Chine en Afrique, n'ont pas accès au reste du monde. Ce qui fait que le narratif qu'ils portent n'est pas toujours un narratif très écouté, qui n'est pas entendu par le reste du monde. Le reste du monde, quand on parle de la Chine en Afrique, ils ont l'information qui vient de la BBC, de Reuters, de Wall Street Journal, de Jeune Afrique, etc., mais très peu forcément des médias locaux. Autre chose à noter, les médias chinois, vous verrez, ils n'abordent presque jamais les questions sociales, les questions liées aux abus des entreprises chinoises sur le continent, les questions des droits de l'homme, toutes ces questions-là, les médias comme CGTN ou bien Radio Chine International ne vont pas les aborder et donc ils ne vont pas le communiquer au public africain. Donc, le narratif de la Chine en Afrique est devenu vraiment un narratif et une couverture. La couverture médiatique en Afrique est devenue un enjeu géopolitique de communication pour et les Africains et le monde international. Et donc, ça c'est mon dernier slide. Et qu'est-ce que nous avons ainsi comme conséquence et observation? Nous observons quoi? Le manque de moyens des médias locaux. Les médias locaux n'ont pas toujours les moyens financiers qu'il faut pour mener des enquêtes approfondies sur les questions parfois complexes de la présence chinoise sur le continent. Et ce qui fait que ça les rend vulnérables, aux influences des médias et internationaux, occidentaux et aux médias chinois qui peuvent les utiliser pour faire passer leur information. Il y a une absence de journalisme local d'investigation. Donc, on n'entre pas dans les détails, ce qui est parfois très difficile et ce qui fait que les questions complexes et difficiles ne sont pas toujours couvertes comme il faut. Qu'est-ce qu'il y a comme conséquence? Une absence de voix africaines francophones
et les perspectives africaines sur la question sur le narratif de la Chine en Afrique francophone. C'est un narratif qui est dominé par une perspective occidentale et les médias occidentaux deviennent une source d'infos, même pour les médias locaux sur un sujet qui touche, par exemple, une situation dans un pays particulier. Je vous prends un exemple. On a un cas, par exemple, en Simandou, en Guinée, où vous avez une compagnie, où des compagnies chinoises ont été interpellées par l'État guinéen, où le projet Simandou a été mis à l'arrêt par le gouvernement guinéen. On a un cas où une compagnie chinoise en République démocratique du Congo a vu ses opérations aussi mises à l'arrêt. Mais vous verrez, la source d'information vient d'abord des médias comme Reuters, Wall Street Journal, Financial Times, Bloomberg, des médias anglophones. Et pourquoi? C'est pour ça que vous verrez une grosse couverture médiatique en anglais. Pourquoi la couverture médiatique est en anglais? Parce que ces sujets-là, par exemple, sur les mines, les finances, ce sont des sujets dans lesquels on retrouve au niveau international une grosse présence anglo-saxonne. Et lorsqu'elles sont abordées, même dans l'Afrique francophone, les premiers médias à récupérer ces informations et à les porter sont des médias anglophones. Il y a évidemment un autre facteur, l'ignorance de la Chine. Plusieurs médias, même internationaux occidentaux, des médias locaux africains, plusieurs ont une profonde ignorance de la Chine, de son approche sur le continent, des acteurs et des mécanismes de comment elle fonctionne, ce qui conduit souvent à une facile propagation des mythes, ce que Cobus a mentionné il y a quelques minutes. Il y a beaucoup d'informations que les gens sont prêts à croire rapidement parce qu'il n'y a pas toujours la connaissance comment on appelle ça, des petits détails concernant la présence chinoise, de comment la Chine fonctionne, de comment la Chine approche l'Afrique et de comment l'appareil chinois à l'intérieur elle-même, la Chine fonctionne. Ce qui conduit à quoi? À une absence de nuances. Lorsqu'on couvre la Chine en Afrique, on se rend très vite compte que nous avons très souvent des vues extrêmes. Soit la Chine, elle est très mauvaise, soit la Chine, elle est bonne. Il n'y a pas des vues nuancées qui placent le contexte des situations du cas par cas de chaque problème de la présence chinoise dans un pays particulier. Hier, on l'a mentionné qu'il était très important de toujours de placer l'information dans le contexte pour que l'on comprenne exactement sa pertinence et de quoi il s'agit. Et une place importante de la société civile, comme je l'ai mentionné, le narratif de la Chine en Afrique francophone, on y voit, même dans le reste de l'Afrique, on y voit beaucoup de présence d'ONG, de chercheurs universitaires qui font des rapports, qui font des recherches et qui fait que la présence chinoise fait l'objet de beaucoup de productions académiques qui très souvent sont versées dans le narratif général des médias et qui couvrent aussi et qui donnent un peu une image de la Chine en Afrique. Et finalement, et pour contrer tout cela, nous voyons ce que la Chine fait, elle s'engage davantage en termes de plus d'engagement chinois dans les médias francophones nationaux où elle essaie aussi, elle, de pousser son narratif en créant des connexions, des relations avec les médias africains. Et je vais, pour finir, pour vous montrer un exemple de ce que je mentionnais tout à l'heure, vous verrez ici des questions comme, où la Chine forme 25 journalistes africains francophones, les envoie en formation à Pékin, où les journalistes francophones africains ont été formés sur ces questions-là. Et donc, vous verrez que la Chine est très présente au niveau des médias africains francophones, justement pour aussi essayer de former, de créer ces alliances avec ces médias francophones d'Afrique pour pouvoir elle aussi relayer son information. L'objectif ici et maintenant pour nous, pour les médias africains, pour les médias qui couvrent la Chine en Afrique, c'est pouvoir permettre à ce que les médias locaux africains grandissent et acquièrent les moyens nécessaires de pouvoir couvrir correctement la Chine en Afrique pour qu'elle devienne la source principale et première de la présence chinoise en Afrique. Il est temps et il est important que les médias locaux africains portent la voix de la Chine, portent la voix des relations sino-africaines à l'extérieur, de la perspective africaine et non pas des perspectives occidentales. Et donc, qu'elles soient capables de dire ce qui est bon, ce qui est mauvais, mais de façon très nuancée avec ce qu'il y a réellement sur le terrain. Et donc, voilà, j'ai fait 19 minutes 37 et ma présentation est finie.